Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Je m'appelle Guillaume Comagnac et je suis directeur associé chez Tracteur, une équipe de développement tech pour les entrepreneurs et qui permet à ce projet Open Startup d'exister. J'ai le plaisir de partager des conversations avec des entrepreneurs et plus largement avec des acteurs de l'écosystème startup. Aujourd'hui, je suis ravi de vous proposer un épisode en compagnie de Amira Boutouchen. Elle, qui est ingénieure en informatique et aussi diplômée d'un master en management, est la cofondatrice et PDG de Bridger, une startup qui aide à la transformation numérique des entreprises en les aidant à trouver et à collaborer avec les bons experts et fournisseurs pour leurs problématiques. On parle ensemble de comment bâtir son entreprise avec zéro réseau, pourquoi il est important de se faire accompagner et de partager à son tour. Et aussi, vu que c'est un sujet qui nous tient tous les deux à cœur, on aborde le sujet de la représentation des femmes dans le monde de l'entreprise. Amira nous donne même quelques clés pour changer les choses. Merci encore pour vos écoutes et votre soutien. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Amira. Salut Guillaume. Écoute, trop content de commencer l'enregistrement avec toi. On a commencé off, le micro coupé déjà à partir sur plein de sujets, donc ça, j'ai aucun doute que la conversation va être passionnante. Avant tout, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs ? Oui, bien sûr. Bonjour à tout le monde et puis merci Guillaume de cette invitation. Donc, je m'appelle Amira Boutouchen, je suis cofondatrice et présidente de Bridger. On est une entreprise qui est basée à Montréal. On est une start-up tech au final. Et ce qu'on fait, c'est que vraiment pour différents types d'organisations, vraiment petites, moyennes ou grandes aujourd'hui, on va mettre à leur disposition des outils pour répondre à deux questions principalement lorsqu'on réfléchit à de la transformation numérique. On va les aider à répondre à la question quoi faire, donc vraiment quel type de technologie utiliser, quel type d'expertise aller chercher et ce genre de choses. Et la deuxième question, c'est avec qui travailler. Et on va vraiment faire ça aujourd'hui avec un produit qui est composé de deux parties. Donc, on a vraiment un produit tech, on ne fait pas de service. Et notre produit, la première partie, c'est qu'on a développé un outil de maturité numérique qu'on appelle le score digital et qui ressemble un petit peu en Amérique du Nord, on dirait que ça ressemble au score de crédit d'une personne. Donc, l'idée, c'est qu'il y a ce score attaché à l'entreprise, elle s'évalue, elle s'auto-évalue, différentes personnes peuvent le faire, on consolide le score pour la même entreprise et ça, notre outil est un engin de recommandation. Donc, il va pouvoir recommander des actions à entreprendre qui sont personnalisées à l'entreprise et le score va pouvoir augmenter, va pouvoir baisser. L'idée est d'avoir une métrique de qu'est-ce que c'est que cette transformation numérique. Et la deuxième partie, c'est vraiment un côté marketplace. Donc, en plus de recommander des actions, on va pouvoir recommander des fournisseurs qui vont répondre aux contraintes ou aux spécificités de l'entreprise pour les aider dans leur projet. Et donc, on fait ça directement aux entreprises où de plus en plus, depuis quelques mois, en fait, on s'associe à des firmes de conseil à qui on va licencier notre technologie directement. Donc, ils vont pouvoir utiliser toute la machine, en fait, mais avec leurs propres clients, avec leur propre branding aussi. Et du coup, vraiment, on travaille avec différentes personnes de l'écosystème dans ce but. Voilà. Ok, top. Comme on le disait, juste avant qu'on démarre, en plus vous avez ces derniers mois, au vu de la situation, eu encore plus de boulot parce que tout ce qui a trait à la transformation numérique, transformation des usines, des entreprises manufacturières, parce que ça c'est vraiment votre cible principale. Peut-être que tu me diras si vous vous adressez aussi de nouveaux marchés, mais c'est vraiment quelque chose qui s'est accéléré là au fil des derniers mois. On va forcément y revenir, mais tu as été tout de suite rapidement sur Bridger. Et moi, j'ai quand même envie que tu nous racontes un peu plus qui est Amira au final. Oui. C'est-à-dire que d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait avant Bridger, raconte-nous quand même ça. Oui, bien sûr. Je vais juste te répondre à la question que tu as posée au tout début. On ne fait pas Ouais, que du manufacturier maintenant, vraiment. ok. En fait, on a commencé avec le marketplace manufacturier, puis aujourd'hui, vraiment, on s'adresse à plein d'industries différentes, vraiment, mais très, très diverses. Et ce qui est drôle avec tout ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a compris qu'il fallait se transformer. Et tout le monde s'est posé la question, mais je fais quoi?
et comment je sais où j'en suis. Donc en fait, la partie, notre outil de maturité numérique a pris une ampleur bien plus grande que ce qu'on pensait parce qu'on automatise toute la partie diagnostic. Donc c'est vraiment ça qui est la partie la plus intéressante et qui est le plus gros changement parce que ça, c'est devenu le plus gros de notre travail aujourd'hui et le marketplace vient vraiment par la suite. Alors ça, c'était le début. Pour revenir à Ok. moi, écoute, Farouche, comment je suis ingénieure en informatique. J'ai fait l'école supérieure d'informatique d'Alger parce que je suis née et j'ai grandi en Algérie. Euh, et ensuite, je suis arrivée à Montréal en 2012. Le temps passe très vite. Et j'ai fait une MSc en management au HEC Montréal. Mhm. Et après mes études, en fait, comme tout le monde, hein, la grande question, qu'est-ce que je fais après une maîtrise en management en général? Il y a un chemin tout tracé pour devenir consultant, chose que je ne voulais vraiment, vraiment pas faire. Donc, du coup, j'ai eu la chance d'un de mes mentors, en fait, qui est aussi un prof, mon professeur de maîtrise à HEC, qui avait un projet de recherche, en fait, sur la table et qui m'a dit, écoute, je pense que tu serais vraiment super pour le faire. Et en fait, ce projet, c'était d'étudier la stratégie de plusieurs PME, manufacturières principalement, pour essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui faisait que ces entreprises allaient pouvoir croître dans les années à venir. Et avec ma casquette d'ingénieur, du coup, je me suis retrouvée vraiment à visiter plein de chaînes de production au Québec, mais aussi en Afrique du Nord. Et ça m'a vraiment j'arrivais un petit peu avec la casquette de recherche, donc j'avais accès à tout le monde, de l'équipe de direction aux employés, j'avais le droit de poser des questions à tout le monde. C'était super intéressant parce que j'ai appris énormément. J'ai fait des chaînes logistiques, j'ai fait de l'embouteillage, j'ai fait tout ce qui est ou dairy, donc tout ce qui est lait, puis ce genre de choses. J'ai oublié comment l'industrie laitière. J'ai Ok, fait de oui, oui. l'électronique, j'ai fait des bases pétrolières dans le sud algérien, par exemple. Ça m'a vraiment permis de voir plein d'industries différentes. Et avec ma casquette d'ingénieur, ça me frappait. Là, on parle vraiment de 2015-2014 et ça me frappait le fait que toutes ces entreprises n'utilisaient pas vraiment de technologie ou avaient payé un ERP des sommes faramineuses sans que ça ait vraiment de retour sur investissement, des choses qui, pour moi, étaient basiques, ils ne l'utilisaient pas forcément. Donc, c'était vraiment, je me rappelle, ça m'avait un petit peu frappée. Et donc, avec Mhm. mon cofondateur, Mehdi, avec qui on avait travaillé sur plein d'autres projets, on s'était installé, on s'est dit, OK, est-ce qu'on est capable de littéralement bridge the gap entre le monde industriel et le monde technologique? Donc, c'est de là que vient Bridger. Et c'est comme ça qu'on a commencé parce que vraiment, on a commencé en se disant, est-ce qu'on est capable d'aider ces PME à trouver l'expertise dont elles avaient besoin? Au début, on pensait que ça allait être au travers des consultants. Et puis depuis, on va dire que Bridger a énormément évolué. On a appris en fait avec nos clients. Et en parallèle, parce que je sais, j'ai tendance à revenir toujours sur Bridger, mais moi, en parallèle, j'ai toujours fait beaucoup de choses. Donc, je suis aujourd'hui sur des conseils d'administration, par exemple. J'ai été ambassadrice Femmes en Tech pour un programme spécial de la Chambre de commerce de Montréal métropolitain. C'était financé par Ubisoft en partenariat avec le Mhm. ministère de l'économie et de l'innovation du Québec aussi. Et en fait, ça a été une année où j'ai pu parler à des jeunes, en fait, dans des secondaires, pour vraiment les sensibiliser les filles, pour qu'elles puissent avoir des carrières en technologie, mais aussi les garçons pour qu'ils comprennent que c'est normal d'avoir des filles avec eux en cours et en classe de génie. Donc, j'ai eu l'occasion de faire des choses comme ça. Et en 2019, j'ai aussi écrit un livre qui est un peu spécial, mais c'est une fable sur l'entrepreneuriat en Algérie, parce qu'au travers des années, j'ai toujours continué à faire beaucoup de choses en Algérie. J'avais fait beaucoup d'associatifs aussi en Algérie. J'avais organisé le premier TEDx Alger. Il y a déjà Ok. plus de 10 ans aujourd'hui. Puis c'était le tout premier TEDx en Algérie.
Et puis le thème, je me rappelle, c'était l'esprit d'entreprendre. Donc l'entrepreneuriat a toujours été en moi. Ouais, présent. Exactement. Donc en fait, notre projet de recherche avec mon enseignant a mené à une fable qui s'appelle Le voyage merveilleux de la Sharika. Et puis Sharika veut dire entreprise en arabe. Et en fait, c'était pour sensibiliser un petit peu à l'esprit entrepreneurial, mais en Algérie, en se disant, OK, si on veut que les gens écoutent, vu que l'écosystème en fait écoute et soit sensibilisé aux difficultés que vit l'entreprise en Algérie aujourd'hui, ben on va la faire parler elle. Et on va la faire rencontrer elle, différents acteurs de notre écosystème. Donc c'est vraiment une fable où chaque tableau, on va vraiment explorer une facette, on va dire, de la vie entrepreneuriale en Algérie. Mais ça, voilà, c'est un projet à côté. C'est dispo quelque part. Tu pourras nous le partager. Je pourrais le mettre dans les notes Oui, oui. du podcast. Ouais, Top. c'est disponible en ligne. Il y a une version qu'on peut avoir en ligne. Donc, il y a même une Trop version bien. audio pour toutes les personnes qui préfèrent écouter. Yes, bah, trop bien. Tout ce que tu as dit là, ça fait presque, j'ai envie de dire, un sommaire de plein de sujets que j'ai envie d'aborder avec toi. C'est clair que, en effet, en préparant l'entretien, j'ai vu que tu avais fait vraiment plein de choses et que tu continues de faire plein de choses. Ça te vient d'où le fait de vouloir t'impliquer comme ça? Tu te sens un petit peu aussi investi d'une mission de repartager, de devoir sensibiliser. Tu vois, parce que tu pourrais très bien juste garder ta casquette de chef d'entreprise et fini. Et le soir à 17h, tu t'occupes pour toi. Mais non, toi, tu t'investis voilà, dans plein de projets à côté. Pourquoi? C'est une bonne question. Je me pose la question aussi, pour te dire la vérité. Mais non, mais plus sérieusement, en fait, je pense que il y a deux facettes à la réponse. La première, je pense, c'est ma personnalité. J'ai toujours aimé faire plein de choses. Ça me nourrit, en fait. De faire d'autres choses me nourrit aussi pour Bridger. Et puis, dans ma tête, tout est très lié. C'est-à-dire, il y a toujours une raison ou une autre qui ramène un petit peu à ma vision des choses. Donc, même si ça a l'air très différent, pour moi, au fond, ça l'est pas du tout. C'est juste différentes parts du même puzzle. Mhm. Donc ça c'est la... Et en fait, je sais pas, oui, quand c'est important, je pense qu'il est important de redonner et pour moi, je m'estime très chanceuse d'avoir pu faire les projets que j'ai faits, d'avoir pu travailler avec les personnes avec qui je travaille et d'avoir rencontré les personnes avec qui nous ont aidés au travers des années. Donc vraiment, je m'estime très, très, très chanceuse. Et je me dis, si je peux juste partager ce que moi j'ai appris et puis ce que moi on m'a dit, pour moi ça va de soi. Je sais pas, mais pour Mhm. moi j'ai toujours appris que quand tu reçois, il faut donner. Donc ça va de soi. Donc il y a vraiment un volet, je pense, qui est ça. Et le deuxième volet, c'est qu'avec avec Bridger, c'était aussi quelque part obligatoire, dans le sens où il faut comprendre qu'on a lancé Bridger à Montréal, où on connaissait personne. Donc, Mehdi, mon Mhm. cofondateur, venait de débarquer de Paris. Moi, je venais de finir mes études. Je suis venue toute seule. Donc, on n'avait pas de parents, pas de famille, pas de réseau. Je connaissais je pensais, mon petit réseau d'HEC Montréal. Et donc, du coup, on a vraiment commencé, au final, tout seul. Et on a réussi parce qu'on a rencontré certaines personnes qui nous ont ouvert leur réseau, qui nous ont aidés, qui nous ont donné des conseils, qui nous ont donné du temps. Et ça, c'est juste incroyable la chance qu'on a eue de tomber sur ces personnes qui, grâce à eux, aujourd'hui, c'est sûr qu'on a notre réseau, je suis sûre que c'est des conseils d'administration et tout, mais quand on revient il y a quelques années, je veux dire, on connaissait littéralement personne. Donc, d'aller chercher un petit peu ce côté de ma personnalité qui est que j'aime bien redonner, j'aime bien parler, j'aime bien partager surtout. Donc, ça a été aussi un moyen pour nous
de se positionner et de nous faire connaître, de faire connaître Bridger et de gagner une certaine légitimité parce qu'on n'avait pas d'autre choix. C'est-à-dire que si Ouais. on n'avait pas fait ça, personne n'aurait entendu parler de nous et je te dirais, la moitié des opportunités qu'on a eues, on ne les aurait jamais eues. Donc, Ouais. ça a été un petit peu une stratégie quelque part pour nous d'essayer d'être là où il fallait ou là où on estimait important que Bridger soit là pour que, en fait, ça nous donne un peu plus de légitimité parce qu'on n'avait pas le réseau qui Mhm. nous ouvrirait des portes. Il fallait qu'on le fasse tout seul. Donc, ça a été aussi la raison derrière beaucoup de, beaucoup de choses. Ok, ok. Est-ce que c'est la raison aussi qui vous a amené à faire énormément de programmes, d'incubateurs, d'accélérateurs, moi, je trouve ça génial. D'ailleurs, tu partages un peu ce point de vue-là dans une conférence que tu as donnée au Startup Fest. Donc voilà, pareil, je pourrais mettre aussi le lien de la vidéo YouTube. Le but étant pas que tu repartages une demi-heure de ta présentation là dans le podcast, mais dans les grandes lignes, c'est quoi les nombreux avantages que tu vois à participer à ces programmes d'accompagnement, à se faire aider, à se faire coacher, à accepter d'écouter des gens qui ont déjà vécu certains moments de leur aventure? Bref, j'aimerais bien que tu nous expliques ça. Ben, en fait, oui, on a commencé avec le Founder Institute Montréal, parce que le Founder Institute est un incubateur californien, mais qui ont des branches un petit peu partout sur la planète. Donc, on a fait ça. Ensuite, on avait fait l'accélérateur d'HEC Montréal. Et là, à ce moment-là, encore une fois, en 2016, on connaissait personne. Donc, c'était vraiment notre façon d'être introduit au monde entrepreneurial de Montréal. Ça nous a appris comment ça fonctionnait, c'était qui les acteurs, qu'est-ce qu'il y avait disponible pour nous et tout. Donc, c'était vraiment une façon un petit peu pour nous d'apprendre et de découvrir ce qu'il y avait parce que vraiment, je ne rigole pas, on connaissait personne. Littéralement. Mehdi, lui, quand il est arrivé, lui, vraiment, en plus, à part quelques contacts, je veux dire, de la fac, c'est ça. On n'avait personne qui allait nous dire, ah bah, il faut faire ça, ou voilà comment tu ouvres une entreprise au Canada, ou voilà comment tu fais ça. Donc, l'incubateur nous a beaucoup aidé pour ça. On a fait l'accélérateur d'HEC Montréal dans le même objectif. C'était aussi de se dire, on n'avait pas énormément de ressources, ils nous donnaient des ressources, ils nous donnaient accès par exemple à des bureaux, des choses comme ça. Et le réseau d'HEC Montréal est aussi plus traditionnel. On travaille avec des manufacturiers, donc le réseau était plus traditionnel que le réseau pur start-up entrepreneurial. Après, on n'a pas fait on n'a pas été accompagné tant que ça. Après ça, à part avec Ok. des organismes comme le CEIM ici au Canada, enfin à Montréal, donc eux, ils accompagnent dans tout ce qui est commercialisation. Donc vraiment, ça aussi, ça nous a pas mal aidé. Et en fait, on n'a pas fait d'autres accélérateurs et incubateurs jusqu'à Ok. l'année dernière, qui était, donc on a été une des entreprises de Techstars Montréal en IA Ouais. à l'automne dernier. Puis ça, c'est aussi à cause d'un gros shift qu'on a fait en 2020. Mais c'est vrai que on fait partie de l'écosystème. Et je trouve qu'il y a, quand on a ça autour de soi, ça peut nous aider énormément. Nous, c'est grâce à ça qu'on a connu des gens, qu'on a eu des mentors, qu'on a aujourd'hui un comité aviseur, qu'on est allé chercher des financements. Donc, c'est grâce vraiment à cet accompagnement, c'est un accélérant, ou un Ouais. accélérateur, excusez-moi, de pas mal de choses. Et puis, ça évite de faire certaines erreurs et tout. Donc, je me dis, la philosophie qu'on a, c'est il y a de l'aide qui est disponible. Pourquoi ne pas aller le chercher? C'est Ouais. aussi simple que ça. Et c'est aussi pour ça que je pense qu'après, on va essayer de leur redonner parce que pour nous, on a tellement eu grâce à ça que quand ils nous demandent quoi que ce soit, on va être là, on va jamais dire non, puis on va essayer de donner un minimum pour eux. Ouais. Mais oui, littéralement, pour moi, le conseil à tout entrepreneur, ou surtout les jeunes entrepreneurs, c'est s'il y a de l'aide de disponible quelque part pour vous, prenez-la. Go. Prenez-la. Par contre, il faut prendre la bonne aide au bon moment.
C'est-à-dire l'erreur à ne pas faire, c'est soit d'enchaîner les accélérateurs juste pour dire j'ai fait un accélérateur, ça sert à rien. C'est comme nous, Techstars, je veux dire, c'est pas là, on avait déjà postulé avant, puis on n'avait pas été pris, par exemple. Ensuite, on avait fait le choix pendant une année, je pense en 2019, on a dit on fait rien parce que c'était pas le bon moment pour nous. On avait vraiment besoin de se focaliser sur nos opérations. Mais là, à l'automne dernier, c'était pile poil le bon moment. On avait l'équipe, on avait le produit, on avait déjà une base de clientèle, on avait déjà beaucoup de choses autour de nous. Donc, ça a réellement été un accélérateur pour nous parce qu'ils sont venus vraiment nous aider dans des stratégies très spécifiques pour passer à la prochaine étape. Donc, ça aussi, c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas non plus aller chercher une aide dont tu n'as pas besoin. Il faut aller chercher l'aide dont tu as besoin au bon moment. Donc ça, c'est aussi, je pense, très important. Oui, et pour voilà, ce que tu dis aussi, c'est pour les bonnes raisons. Il faut pas juste l'avoir le coup de tampon en disant on est passé par tel endroit. Non, c'est vraiment on y allait parce que ça faisait du sens avec le moment de l'entreprise. Exactement. C'est hyper intéressant du coup que tu racontes ça sur l'écosystème parce que moi j'ai la même philosophie que toi, un peu good karma en disant quand on donne on reçoit et quand on reçoit il faut donner. Enfin ça me semble assez humain au final comme approche. Et je reviens juste sur la partie bridger, tu vois. On va faire On va des faire des allées-venues bridges. entre voilà, on va faire des bridges. Euh, Tu disais, on connaissait personne, donc vous êtes fait aider pour connaître un peu plus de monde. Vous, dans le secteur manufacturier, de l'industrie au sens large, c'est souvent codifié, on va dire, autrement que dans le monde des startups, ou dans le monde des startups, on va dire, avec une demande LinkedIn ou une intro, boum, on peut tout de suite accéder quand même à des personnes à responsabilité. Vous, là, quand vous êtes avec vos deux casquettes de jeunes sortis d'études qui montaient votre petite boîte, je fais exprès de minimiser vraiment, mais que vous n'avez pas forcément les codes du pays culturel, vous avez dû être reçu parfois bizarrement, ou en tout cas raconte-nous un petit peu ces premières étapes et comment vous avez justement aussi réussi à changer, c'est en étant à l'écoute, j'imagine aussi de ce marché. Et aussi, juste avant peut-être qu'on commence, on a évoqué le mot industrie 4.0. Je sais pas si on l'a dit, mais est-ce que tu peux nous donner cette définition-là que tous ceux qui nous écoutent aient bien le niveau de connaissance de c'est quoi l'industrie 4.0? Ouais, alors l'industrie 4.0, c'est comme j'ai dit, on a commencé dans le manufacturier et dans l'industriel. Bien, même si aujourd'hui, comme je l'ai dit, là, si vous allez sur notre site web et tout, on s'est vraiment ouvert. Donc, c'est plus du tout un focus. C'est une des choses qu'on fait, mais c'est beaucoup plus grand aujourd'hui. Mais on a commencé, comme tu l'as dit, dans le manufacturier. Et à ce moment-là, il y avait la vague Industrie 4.0 qui est un petit peu une stratégie mise de l'avant par l'Allemagne. En France, ça va être l'industrie du futur. Il y a différents pays ici au Québec, on appelle ça le manufacturier innovant. Donc, vraiment, ça va être différents noms Des appellations. voilà, dans différents pays. Mais le tout, c'était de se dire, OK, pourquoi c'est 4.0 déjà pour commencer? Le 1.0, c'était vraiment au tout début, les machines à vapeur, la première phase d'industrialisation. La deuxième phase, c'était vraiment, on va dire qu'on a commencé à avoir c'est Ford et compagnie, donc des chaînes de production qui passaient un petit peu à une autre étape, qui commençait à être vraiment beaucoup plus comment dire, beaucoup plus efficace, efficiente et ainsi de suite. La troisième phase, c'est vraiment quand on a commencé à automatiser et à robotiser. Donc, contrairement à ce qu'on pense, robotiser, automatiser, c'est pas du 4.0, c'est du 3.0. C'est là où on a commencé à avoir les gros robots sur les chaînes de production dans l'automobile, par exemple. Et le 4.0, on parle vraiment d'optimisation et d'utilisation de la data, de la donnée, pour de l'accompagnement et de la prise de décision. Donc là, on va parler c'est là où, par exemple, l'intelligence artificielle, vous ne me voyez pas, mais je fais des guillemets, rentre en considération parce qu'on va parler de robots qui, en plus de faire leurs tâches, vont pouvoir prendre des décisions, vont savoir quoi faire sans que l'opérateur ait à leur dire quoi faire, par exemple. Donc, c'est vraiment ça le 4.0.
Et l'idée, c'était vraiment, tout le monde s'est rendu compte que les 20 dernières années, on faisait déjà ça. Alors, il faut comprendre qu'on parle d'industrie 4.0 que depuis les 5, 6, 7 dernières années, mais c'est quelque chose qui, dans le secteur manufacturier, existe déjà depuis au moins une vingtaine d'années. Sauf que entre les années 90 et 2000, il y a eu tellement de chaînes de production qui ont été déplacées vers l'Asie que les différents pays, on va dire occidentaux, se sont rendus compte qu'ils avaient vraiment perdu une certaine efficacité, une certaine efficience. Et donc, on pris conscience de se dire, OK, la seule manière pour nous d'être plus efficace et d'être plus compétitive et de concurrencer le fait qu'on est en train de déplacer les chaînes de production vers d'autres pays, c'est d'être plus efficient. Et aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, la façon de le faire, c'est grâce à de la technologie. Ouais, c'est-à-dire qu'à l'inverse de partir en Asie, baisser le coût de production et de faire des gros volumes, eh ben là, avec l'industrie 4.0, ok, le prix peut-être horaire, le taux horaire des ouvriers, il est peut-être plus élevé, mais avec la technologie, avec la data, etc., l'utilisation des statistiques et autres, et on va réussir à être plus efficient et plus performant Exactement, on va réduire sans nos coûts délocaliser. différemment, exactement. Et aussi, on va miser sur des technologies de pointe. Donc, ce qui est un petit peu la guerre technologique qu'on vit aujourd'hui. Et donc voilà, c'est vraiment un petit peu ça ce qui s'est passé. Et nous, quand on est arrivé, c'est des mots qui n'étaient pas encore, c'est-à-dire surtout dans l'écosystème startup, c'était pas, tu sais, on voyait pas vraiment ça, on comprenait pas encore ça. On a commencé nous en 2016-2017, donc c'était pas encore partout, c'était pas aussi le marketing autour n'était pas encore aussi développé qu'aujourd'hui. Ouais, l'écosystème startup, c'est vrai qu'il y a peut-être 5-6 ans de ça, il était encore très serviciel sur des SaaS, sur des choses qui optimisaient peut-être voilà les finances, sur du secteur très tertiaire, mais peut-être moins sur du secteur voilà industriel, c'est vrai. Exactement. Donc nous, quand on a débarqué, on disait oui, on va être dans le secteur manufacturier. Et tout le monde nous disait mais pourquoi? Comment? En plus, comme tu l'as dit, on arrivait de jeunes. En plus, moi, je suis une femme. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce secteur et tout? Mais c'était quand même très intéressant parce que les gens du secteur manufacturier, quand on leur expliquait ce qu'on voulait faire, ben, trouvaient ça super pertinent. Et donc, c'était là, on était très frustrés à ce moment-là parce que l'écosystème startup ne comprenait pas, mais dès qu'on parlait avec des gens du secteur, ben, eux comprenaient quand même pas mal ce qu'on veut faire et vivaient le fait que, ben, ils voulaient, ils savaient, ils voulaient aller de l'avant, mais ils avaient beaucoup de mal à identifier quelle technologie utiliser, avec qui travailler, ce genre de choses. Donc, on répondait vraiment à un besoin pour eux. Je dirais que c'était très intéressant comme période parce que du coup, on faisait beaucoup d'évangélisation. Donc, d'expliquer pourquoi c'était important, où est-ce qu'on voulait aller. On a lancé, aujourd'hui, ça s'appelle Breeder Insight, mais à ce moment-là, on avait lancé un blog juste en se disant qu'on va faire du contenu, on va expliquer pourquoi c'est important. Ben, aujourd'hui, c'est toute une plateforme de contenu qui est lue par plusieurs milliers de personnes par jour. Et c'était très intéressant la dynamique parce que, comment dire, il fallait convaincre beaucoup de monde et essayer d'éduquer d'expliquer aussi à beaucoup de PME pourquoi c'était intéressant, puis montrer que ça fonctionne aussi ce qu'on essayait de faire. Donc c'était, ouais, on aime bien les challenges chez Bridger. Ouais, double défi, c'est-à-dire que vous étiez même pas encore dans votre pitch de vente ou de chercher à convaincre pour signer un client. Là, fallait même avant ça déjà, voilà, comme tu disais, évangéliser, démocratiser et puis raconter un petit peu pourquoi la thématique en soi elle était importante. Ouais. Ouais. Bah, hyper intéressant. Tu te souviens du coup ou en tout cas tu pourrais nous partager une référence intéressante où il y a eu vraiment un avant-après avec Bridger et sur lequel voilà ça a peut-être potentiellement changé la vie d'une entreprise pour que voilà on passe sur un cas vraiment concret. Ben, écoute, on avait fait à ce moment-là on a travaillé avec une entreprise ici au Québec, dans le nord du Québec, puis ils ont des carrières. Et puis eux, ils avaient une problématique de gestion de stock et puis de neige dehors et de s'assurer qu'on retrouvait les blocs et ce genre de choses au bon endroit, au bon moment.
Et puis eux, on a fait tout un travail avec eux pour identifier les bonnes... Parce que vraiment, à ce moment-là, on se focalisait vraiment sur la deuxième question. Donc, identifier les bonnes technologies pour répondre à leurs problématiques. Puis on avait fait tout un travail avec eux où ils ont identifié des solutions, ils les ont mis en place et puis c'est sûr que ça a fait des gains. Si je me rappelle pas, c'était une perte nette de, je crois, 200 000 ou 250 000 dollars par an. Juste parce qu'on Wow. retrouvait pas les bons trucs aux bons endroits, parce que y a de la peinture, il y a de la neige, des choses comme ça. Donc c'est des projets comme ça qui avaient, il y avait vraiment différentes solutions pour essayer d'automatiser des tâches parce qu'on n'arrivait pas à recruter. Il y a aussi une problématique ici au Québec qui est de main-d'œuvre, un petit peu de talent, un petit peu comme partout. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on essayait d'automatiser. Mais honnêtement, parce que j'aime bien être transparent, on a eu un problème à ce moment-là parce que beaucoup des compagnies qui venaient nous voir nous donnaient une problématique, mais une fois qu'elles commençaient à parler avec des fournisseurs, on se rendait compte que c'était pas la bonne problématique qui était identifiée et qu'on ne réalisait pas le type de ressources qu'il fallait, le temps, les étapes avant. Donc, Mhm. ça a été, c'était très intéressant parce que pour Bridger, on était dans un cas où on avait beaucoup d'entreprises qui venaient nous voir, mais il n'y en avait pas beaucoup qui passaient à la prochaine étape qui était le plus important pour nous. Et c'est pour ça un petit peu qu'on a fait un gros travail en disant, OK, comment on est capable de mieux identifier le besoin de ces entreprises sans avoir à devenir une firme de conseil, puisqu'on ne voulait pas devenir une firme de conseil. Il y en a déjà de très, très bons qu'on respecte énormément. On préférait travailler avec eux plutôt que faire le travail à leur place. Et c'est là où on a développé avec des universités notre index de maturité numérique. Cette idée est vraiment venue du fait qu'on voulait faciliter notre travail à nous et mieux qualifier nos leads en entrée, c'est-à-dire les aider à mieux identifier leurs besoins pour mieux trouver leurs fournisseurs. Sauf que cette partie a pris beaucoup plus d'ampleur de ce qu'on pensait parce que, surtout en 2020, parce qu'il y a énormément d'argent qui est mis aujourd'hui pour aider les entreprises à se digitaliser. Ils n'ont plus à se numériser, ils n'ont plus le choix. Sauf que la première étape de diagnostic, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont capables d'automatiser cette phase comme nous, on est capable de le faire. Il y a énormément d'outils disponibles, mais tous ces outils sont liés soit à des gouvernements, soit déjà sont propriétaires à des entreprises, donc elles l'utilisent pour elles-mêmes. Puis nous, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on donne un outil à toutes les firmes qui n'ont pas leur propre outil et qui ne peuvent pas gérer ou développer ça par eux-mêmes, parce que c'est aussi beaucoup de travail d'avoir un engin Mhm. comme celui-ci. Puis on le met à disposition. Puis on a fait le Techstars Montréal IA parce que c'est là où on va utiliser, nous, du ML pour pouvoir générer des recommandations très personnalisées et faire en sorte que on identifie mieux le besoin des entreprises. Mhm. Et puis, juste pour finaliser ce point, c'est que avec notre marketplace, on recevait une cinquantaine de demandes au tout début quand on avait lancé notre MVP. Puis grâce à cet outil, écoute, juste à l'automne, il y a eu plus de 400 personnes, 400 PME qui ont utilisé l'outil, puis qui ont des scores, et puis qui sont aujourd'hui capables de l'évaluer. Puis ça continue, en fait. Et on accompagne même aujourd'hui des organisations qui ont besoin de faire des campagnes. Donc, si tu veux, si t'as, on va dire, 5000 membres, et que ton mandat, c'est de les accompagner à se digitaliser, comment tu vas savoir ils en sont où? Tu peux pas financer à coût de 15 000 dollars ou 15 000 euros des diagnostics pour chacune des 5 000 PME ou entreprises. Avec nous, tu automatises tout, puis tu reçois la donnée, tu es capable de construire des programmes très, très ciblés par rapport à leurs besoins. Donc voilà, je sais que j'ai Top. parlé de plein de choses différentes. Non, mais c'est hyper intéressant de ramener, donc tu as dit ML, c'est vraiment la contraction pour dire Ouais. machine learning, donc de ramener de l'intelligence artificielle dans cette phase-là de diagnostic au final et d'audit, et parce que c'est quelque chose que un analyste ou un conseiller, un consultant peut faire à lui tout seul, mais demain, c'est sûr que pour répondre à des milliers de compagnies, d'entreprises, ben, si tu arrives à automatiser avec
des algos, etc., tout de suite, ça devient hyper intéressant et ton impact sur la transformation numérique des entreprises est tout de suite beaucoup plus énorme. Tu l'as peut-être pas dit, mais aujourd'hui, c'est ouvert dans le monde entier, entre Oui, guillemets, oui. Bridger. C'est-à-dire si une compagnie là nous écoute en France et On en a a envie de... quelques-unes déjà, on a quelques-unes, Ok, on a les deux, on a des PME ou même des grandes entreprises qui ont utilisé l'outil. Donc, c'est en ligne et pour juste avoir son outil, c'est gratuit, sans ok. score. Après, bon, on a tout un modèle par rapport aux recommandations, mais pour aller découvrir sans score, c'est gratuit, c'est en ligne, puis je pourrais te donner tous les liens si vous voulez y aller. Puis même les firmes de conseil, comme je l'ai dit, de plus en plus, on travaille avec beaucoup de firmes de conseil. On a notre première firme de conseil en France qui utilise un petit peu Cool. notre boîte à outils, on va dire, avec leurs propres clients. Puis on en a aussi maintenant aux US, au Mexique, en Afrique. Donc vraiment, les outils qu'on crée, on l'a fait vraiment, tu sais, on a un chercheur dans une université française qui travaille avec nous, on a Polytechnique ici, donc c'est vraiment basé sur des recommandations globales, générales, qui s'appliquent quel que soit le marché, et c'est en français et en anglais aujourd'hui, bientôt en espagnol. Trop cool, trop cool. Oui, oui, et puis enfin, quand j'ai posé la question, je me doutais un peu de la réponse et en plus, comme tu l'as dit, tu as un attachement assez important à l'Afrique du Nord et à l'Algérie, donc j'imagine que tu as aussi un petit œil de te dire, il faut que je développe aussi là-bas. Ben oui, et puis juste pour te rajouter, pour la France, Mehdi, mon cofondateur, est français aussi, et bah lui, en ce moment, il est à Paris, donc salut, salut Mehdi. Puis il a décidé de faire son confinement en France au lieu de rester ici, puis là, il est là-bas pour plusieurs mois et tout, donc il y a vraiment... Ouais, les deux pans de l'Atlantique exactement. qui sont en train de se développer. Trop cool. Et autre sujet, en fait, au final, c'est dans la continuité. Tu disais que tu avais des gens, voilà, en France, un peu partout, qui travaillent avec vous. J'ai envie forcément qu'on parle de diversité dans la technologie. Il y a une ou deux fois, tu as dit, et en plus, j'étais une femme, et en plus, je suis une femme. On sent qu'il y a un sujet là-dessus. Tu l'as dit aussi en introduction, tu as été ambassadrice Women in Tech pour la Chambre de commerce de Montréal et voilà, parrainée par Ubisoft. Sur le blog de Bridger Insight, vous avez carrément fait un dossier spécial femmes en industrie. Euh, on voit bien qu'il y a des barrières qui empêchent les filles et les femmes de faire carrière ou d'accéder à des postes sur ces secteurs-là. Je pense d'ailleurs que c'est peut-être même un point commun au secteur technologique et peut-être manufacturier, même si c'est quelque chose de global comme sujet. Hein, je pense que dans tous les secteurs d'activité, il y a un manque de parité. Euh, longue transition pour moi, pour juste t'entendre sur le sujet et voilà, quel conseil déjà tu donnerais à une jeune femme qui souhaiterait entreprendre en technologie ou qui souhaiterait entreprendre tout court au final? Juste vas-y. Sincèrement, il y a pas de meilleur conseil, il faut y aller. Faut pas se laisser abattre, il faut pas avoir peur de... euh, nous, les femmes, on se met beaucoup de barrières mentales. On se met vraiment Mhm. beaucoup de barrières mentales aussi. Donc, je pense il faut une certaine audace, puis y aller et essayer. Et puis ce que je dis, puis ça, ça vaut pour les hommes et les femmes, hein, pour ceux qui veulent être entrepreneurs, c'est tant que vous n'avez pas essayé, vous n'allez pas savoir si ça marche ou ça marche pas. Donc vraiment, allez-y. Après, de mon expérience, ce que je me suis rendu compte, c'est que, on va dire, ma vision de la chose a beaucoup évolué ces dernières années. Je suis passée au travers différentes phases en tant que femme moi-même par rapport à tout ça. Et aujourd'hui, je pense il y a 3 points qu'il faut voir. Le premier, il faut pouvoir dire aux filles, aux jeunes filles, vraiment, aux adolescentes, que elles ont le choix. Ça ne veut pas dire qu'elles sont obligées, mais qu'une carrière dans le monde technologique, dans le monde manufacturier, dans quel que soit le monde, est quelque chose de possible.
C'est-à-dire que j'ai été dans des secondaires ici au Québec et puis tu vas entendre des filles qui ont peur d'y aller parce qu'elles ont peur d'être dans des classes avec des garçons, qui ont peur d'y aller à cause de plein de... parce que même si elle a la meilleure note en maths, elle va croire que elle est pas assez bonne pour faire ça, parce qu'on manque quand même beaucoup de modèles. On a beaucoup des modèles masculins dans tout ce qui est technologie et ainsi de suite. Donc, elles vont toujours avoir l'impression qu'elles n'ont pas forcément ce qu'il faut. Donc, je pense que là, il y a déjà un travail à faire pour juste expliquer que c'est un chemin que vous pouvez avoir. Ça ne veut pas dire que tu es obligé de le faire, mais prends conscience que c'est ton choix, que c'est à toi de décider. Si c'est quelque chose que tu veux faire, ben vas-y. Donc ça, je pense que c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on se focalise, à mon avis, beaucoup trop sur les filles et on ne parle jamais des garçons. Parce que pour moi, c'est pas, j'ai l'impression qu'on demande toujours aux filles et aux femmes de devoir faire plus, d'aller plus, Mhm. d'être plus courageuse, plus audacieuse, plus X, plus Y. Mais on va jamais faire le même travail avec les hommes sur le fait que pour leur dire, écoutez, c'est normal que vous ayez des femmes avec vous dans ce domaine, c'est-à-dire un groupe de développeurs qui sont juste des gars et qui ont l'habitude de se parler, de travailler avec certains codes. Il y a un travail quand même qu'ils doivent faire sur eux-mêmes s'ils veulent que l'environnement devienne favorable à avoir de la diversité, que ce soit des femmes ou autre type de diversité. Voilà. Hyper intéressant ce point, ouais. Écoute, j'ai été dans un secondaire où on était deux, il y avait l'autre ambassadrice, Julie, qui est développeur. Oui. Secondaire, depuis tout à l'heure, on Ah oui. dit c'est l'équivalent du lycée. Hein, non, c'est ça, je me trompe pas. Ouais, normalement, ouais, c'est la fin du collège, début lycée. Ici, c'est un C'est petit ça, peu, ouais. Ouais, c'est un petit peu mélangé, mais oui, à la fin du secondaire, ils vont au cégep. Donc oui, c'est un petit peu c'est ça. l'équivalent du lycée. Et donc, et il y avait une autre ambassadrice qui était, elle, développeur chez Ubisoft. Puis l'adolescent, il devait avoir 15-16 ans, on disait, ah ben, t'es développeur chez Ubisoft et t'es une fille. Ah, waouh! Tu sais, ça lui paraissait bizarre. Et on est au Québec. donc tu te dis, bon, ok, il y a vraiment, il y a aussi ce travail aussi à faire, je pense, sur nos jeunes garçons, puis sur nos hommes, Mhm. juste pour qu'ils prennent conscience. Et de mon expérience, quand on a ces discussions, ils s'en rendent compte et puis ça peut devenir des super alliés, tout, mais je trouve qu'on néglige ce point. Et mon troisième point, c'est que c'est sûr qu'il y a un travail à faire aussi sur les environnements de travail, la flexibilité, la réalité des hommes et des femmes est différente. Mais je pense que cette balance travail-famille en 2020, on a appris que ça touchait tout le monde. Donc, je pense c'est sûr qu'il y a une évolution du travail en tant que tel qui doit être fait pour qu'il soit plus favorable à la réalité des différentes diversités qu'on a. Puis pour moi, ça s'applique pas juste aux femmes, mais vraiment à toutes les diversités qu'on va avoir, parce qu'on le veuille ou pas, le travail comme on le conçoit aujourd'hui est très réfléchi pour des hommes et Mhm. des certains types d'hommes aussi. Donc c'est très, il y a aussi tout un travail à faire pour éliminer les plafonds de verre, pour éliminer Les reproductions sociales aussi, parce que forcément, quand c'est un homme blanc sorti d'une grande école qui va recruter, ben c'est sûr qu'il y a, alors parfois de manière totalement inconsciente de sa part, hein, mais que c'est tout un héritage. Et ben il va plus faire confiance, on ne sait pas pourquoi, pour la personne qui lui ressemble. C'est aussi le cas dans les investissements, Ben en fait, oui, en quand fait, on il faut voit aussi la. déprogrammer ces personnes parce Ouais. qu'ils sont habitués à reproduire, comme tu l'as dit, des actes qu'on leur a appris. Donc, il faut les déprogrammer pour leur dire, oui, mais attends, regarde tout le reste de pool d'expertise que tu peux avoir. Et aujourd'hui, c'est démontré que ça va se répercuter de manière positive sur ton bottom line. Donc, c'est pas en train de faire du travail social. Donc, c'est aussi ça qu'il faut revoir, et c'est ça ce qui fera en sorte que les femmes aussi accéderont à certains postes qui aujourd'hui peut-être que c'est très difficile pour certaines femmes d'accéder à certains postes à cause de règles sociales. Donc vraiment je pense qu'il y a différents volets qu'il faut prendre en considération, puis reprogrammer notre société complètement pour qu'on ait une société plus égalitaire. Complètement d'accord avec toi, et puis enfin c'est surtout que notre société elle est diverse, elle est diverse voilà culturellement au niveau
niveau des genres, au niveau voilà voilà des gens qui croient, qui sont croyants, d'autres non. Enfin, c'est ça qu'il y a dans la vie de tous les jours. Et donc dans le monde de l'entreprise, ça devrait aussi représenter, tout comme dans le monde politique, etc. Enfin bref, mais là c'est des grands sujets. Mais j'aime beaucoup ton point numéro 2 au final, qui est voilà le fait que les garçons, les hommes, les mecs sont, je pense, doivent être acteurs de ce changement-là, quoi, parce que c'est sûr que si c'est juste vous les filles qui prenez la parole, ben écoute, je crois que ça marchera pas. C'est aussi pour ça que moi j'essaye d'avoir un peu de parité. C'est un peu mon objectif. Je me dis, si j'arrive à 50 épisodes, j'espère avoir fait de la parité, et c'est aussi pour ça que j'ai envie de traiter ces sujets-là avec des gens comme toi, tu vois, qui ont un vrai avis sur la question. Donc merci beaucoup de nous avoir partagé ces 3 points un peu bien synthétiques. Je trouve ça hyper Tu intéressant. devrais poser la question aux hommes avec qui tu as Ouais, des entrevues. Moi maintenant, quand on m'invite sur des panels ou sur des sujets pour parler de ça, je demande toujours est-ce qu'il y aurait un homme. Puis j'insiste toujours en disant il faut qu'il y en ait. Parce que tu as totalement raison. si les hommes entendent que des femmes parler de ce sujet, ils vont encore se dire ah, elle Oh nous là là. embête là. Oh là là, encore ce sujet. Mais dès qu'il y a un homme avec eux qui parle aussi de ce sujet et puis qui parle de comment les choses doivent c'est même pas changer, se réadapter. Mhm. C'est l'humanité, on se réadapte tout le temps. Ça change la donne et la discussion est beaucoup plus intéressante. Et je pense que c'est pas. En fait, on est en train d'essayer de régler un problème qui a fait que c'est juste une partie de la population qui thrive. Je me rappelle plus du mot en français. Et on peut pas le faire avec que l'autre moitié. On peut pas reproduire les mêmes erreurs. Il faut qu'on travaille tous Mhm. ensemble pour trouver une solution qui correspond à tous ensemble. Sinon, on tombe dans l'autre extrême et c'est pas bien. Promis, je vais me l'ajouter dans ma liste de questions à poser, que ce soit à des hommes ou à des femmes. Et puis, je te ferai une spéciale dédicace à chaque fois. Ça sera la question Amira. Ouais, non, t'as raison. T'as raison, je vais me noter de faire ça. C'est très cool. On va tranquillement terminer l'entretien. Donc voilà, ça fait quand même plusieurs années que tu as entrepris avec Bridger, mais déjà auparavant avec des associations, des événements, etc. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat, en termes de presque style de vie, t'a apporté, toi, dans la vie? Tu vois, il y a eu des moments marquants, des moments sur lesquels tu as appris vraiment quelque chose sur toi, sur les autres, que tu pourrais nous partager? Écoute, moi, l'entrepreneuriat, c'est tout ce que j'ai connu. Donc, j'ai jamais vraiment été salariée dans une structure très fixe. C'est-à-dire, oui, j'ai travaillé, mais j'ai toujours eu une grande liberté dans les projets que je gérais. Euh, et donc, moi, c'est sûr que il y a une certaine liberté dans le fait de dire ce que tu penses, de développer des projets qui tiennent à cœur, d'avoir une équipe, parce que j'ai une équipe qui est incroyable, tous autant qu'ils sont, et d'ailleurs je leur dis à chaque fois merci, mais notre objectif au travers de Bridger, c'est que chacun d'entre eux aussi développe et la liberté de développer des projets qui leur tiennent à cœur. Donc, l'idée, c'est un petit peu ce qu'on essaye de faire au travers de Bridger, c'est que ça nous donne à nous une certaine liberté. On essaie de la donner aussi à notre équipe. Après, ce que j'ai appris, écoute, il nous faudrait un autre minimum, un autre podcast juste sur ça. Écoute, j'ai tellement appris ces dernières années sur moi-même, sur l'environnement, sur ce qui est important. Euh, Sincèrement, je sais même pas par où commencer, Guillaume. C'est une question Non, il piège, n'y a pas de souci. mais je Non, c'est suis une qui je question piège suis totalement. grâce à ça, je te dirais. Donc, Ah ok, mais ça c'est déjà hyper important. Non, mais il y a aussi des gens qui m'ont parfois répondu, je sais que je sais pas encore plein de ah, choses, mais c'est et sûr. que Bah, c'est ça, dans l'entrepreneuriat, ce que ça t'apprend, c'est qu'à chaque fois que tu as l'impression que tu as compris, bah, tu n'as rien compris. Et à chaque fois que tu dis, OK, là, c'est bon, ça, je le maîtrise, on peut passer à autre chose, bah, il y a quelque chose qui se passe qui te montre que non. Parce que tu fais face à tellement de situations différentes tous les jours. Déjà, tu grandis parce que tu développes une résistance au stress qui est quand même très intéressante. Mais tu, en fait, oui, tu apprends tout le temps.
Et je trouve que c'est très stressant, mais c'est très très beau en même temps parce que tu fais face à, écoute, je te jure, le nombre de situations auxquelles on a fait face, et puis à chaque fois on se disait c'est bon, c'est fini, c'est mort, on va pas pouvoir continuer, puis on a réussi à trouver quelque chose, ou après tu te dis ok, là c'est bon, ça roule bien, ça va aller, ben paf, il y a quelque chose qui se passe, et finalement il y a plus rien qui ne va. Donc je suis d'accord, ça t'apprend l'entrepreneuriat, je pense, à être très humble, et Mhm. très patient aussi, et très à l'écoute. Parce que si tu n'écoutes pas ce que te disent les gens, si tu vois pas, très observateur, si tu vois pas tout ça, ben Ouais, tu vas dans le mur. exactement. Ok, mais top, hyper intéressant. Toi qui as plein de casquettes, voilà, on l'a dit, tu es dans des conseils d'administration, tu donnes du temps dans des associations, bien évidemment, tu as beaucoup de temps sur Bridger. Comment tu gères ce rythme de vie-là d'entrepreneur? Est-ce que tu as des petits tips, des petites routines ou des règles de vie qui font que tu arrives à tout gérer? Bon, il y a des jours où j'imagine que tu arrives moins à gérer que d'autres, mais globalement, qu'est-ce qui te permet de bien être organisé. Ben, ça, c'est une chose que je ne sais pas, par exemple. Mais moi, ce que j'essaye de faire, du moins pour minimiser les dégâts, c'est de la discipline, en fait. J'essaye de me mettre Ok. vraiment une certaine discipline où j'ai appris que, par exemple, par exemple, je vais faire du yoga tous les matins. Euh, et je vais pas hésiter à me réveiller plus tôt pour pouvoir le faire, même si j'ai ma première rencontre à 7h30 du matin. Donc, c'est aussi Mhm. d'apprendre à prioriser ce qui est important dans sa vie, parce que si on a, pour moi, pour pouvoir gérer tout ça, il faut que j'ai assez d'énergie et que je sois dans un esprit mental qui me permette de faire face à plein de situations différentes. Donc, pour pouvoir le faire ça, il faut identifier ce qui va venir nourrir un petit peu de cette énergie, cet esprit mental et tout. Puis, je pense que pour chaque personne, c'est différent. Euh, Mhm. et apprendre à mettre du temps dans ça. Donc, par exemple, ce qu'on a appris puis avec Mehdi, c'est que de dire, OK, je vais prendre un jour off, même si c'est la catastrophe et tu as l'impression que t'as pas besoin, tu ne peux pas te le permettre, de temps en temps, c'est un investissement dans ton travail, parce que en prenant ce jour off, tu as les idées un peu plus claires, et donc tu vas beaucoup mieux travailler si tu ne le faisais pas. Donc, j'ai appris Mhm. à voir vraiment les choses de cette manière-là, en se disant, OK, si j'investis pas dans les bonnes choses, notamment en moi-même, donc pour se reposer, pour faire du sport, pour voir tes amis, pour t'occuper de ta famille, ce genre de choses. Se ressourcer, en fait. Exactement. Si tu le fais pas, ben t'es vidé. Et donc quand t'es vidé, tu ne peux pas te donner à fond ben, dans ton projet entrepreneurial ou n'importe quel autre projet. Et c'est là où la dégringolade arrive. Donc moi je dis, faut juste essayer de comprendre comment on fonctionne, ce qui est important pour chacun. Et moi, j'essaye de me mettre de la discipline, mais vraiment, vraiment de la discipline en mettant des choses sur ton agenda. Toute ton équipe, ben, elle sait que tel jour, toi, tu fais ça, euh, euh, et Ok. des choses comme ça. Puis moi, là, en ce moment, depuis quelques semaines, mon petit truc, c'est que les samedis matins, je vais faire de l'équitation. Et je passe ma matinée avec des chevaux, et ça, c'est ma thérapie à moi. Voilà. Trop bien. Trop bien. Non, mais je crois vraiment beaucoup à ce que tu dis. Enfin, si on n'investit pas du temps en soi, c'est difficile voilà, de redonner après de l'énergie ailleurs. En fait, il faut sans arrêt trouver cet équilibre d'énergie. Donc ouais, et t'es pas la première à me dire ça, ce qui prouve que, voilà, des choses aussi basiques que dormir, parler et penser et déconnecter parfois avec son entreprise, même si quand t'es entrepreneur, t'as toujours un petit peu quelque chose qui est en arrière de la tête, mais voilà, essayer d'aller trouver de l'inspiration ailleurs, c'est évidemment une bonne pratique. Donc, Ouais, mais c'est merci très difficile, hein. Genre, d'avoir confirmé ça. je Ouais, l'avoue, c'est très, très difficile. Il n'y a pas de recette magique. ouais, j'entendais dans ce que tu disais quand tu disais prendre un jour off que ça y est, depuis quelque temps, tu culpabilisais pas en fait d'avoir pris un jour off parce que parfois on attend de l'entrepreneur que ce soit une vraie machine et qu'il optimise tout son temps, etc. Mais au final, comme tu l'as dit, prendre un jour off, ok, peut-être que ça va réduire un peu la productivité à très court terme, mais à moyen long terme, au final, ça aura un bon impact
sur toi, ton entreprise, parce que tu auras remis les idées en place. Et ouais. Et moi, je n'aime pas du tout le fait de dire que les entrepreneurs, c'est des machines, parce qu'on est des entrepreneurs en général parce qu'on croit en quelque chose. Et donc, la source Mhm. de l'entrepreneuriat, pour moi, est très émotionnelle. Et puis même si pour les gens qui veulent juste se faire de l'argent, hein, c'est émotionnel. Donc, Mhm. et donc, en partant de ce postulat, tu peux pas être une machine, parce qu'une machine, par essence, est censée être très robotique et ne pas avoir d'émotions et de sentiments. Mais c'est pas ce qui nourrit ton entrepreneuriat. Enfin, du moins ta vision et tes choses. Donc, ça, on ne peut pas être des robots. Un robot, c'est quelqu'un qui fait des opérations, fait des choses récurrentes sans réfléchir. Un entrepreneur, Ouais. c'est pas ce qu'il fait. Donc, il peut pas être, enfin, pour moi, par essence, tu es une boule d'émotions toute la journée, et puis après, il faut que tu le régules et que tu saches comment le gérer. Certaines personnes le font très, très bien, d'autres peut-être un peu moins, mais c'est ça la source. Donc, il faut arriver à trouver des moyens de canaliser tout ça et de faire en sorte de le sortir dans des endroits pertinents. Donc oui, pour moi, on n'est absolument pas des robots, tout l'inverse. Ouais, non, mais tellement, tellement d'accord. Et puis même si on veut pousser l'analogie et la métaphore jusqu'au bout, enfin, même des machines, si tu leur donnes jamais un temps de repos, ben à un moment donné, il va y avoir une casse. Ou alors même les robots d'aujourd'hui, ben ils ont des temps de charge, il faut Il faut recharger les faire de la batteries. maintenance prédictive. Le sport, c'est ça. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, de faire la maintenance prédictive sur nous-mêmes, en fait. Ouais, c'est malin. Euh, une dernière question avant de te quitter. Est-ce que tu as, au regard de tout ce dont on a parlé, peut-être une ressource, je sais pas moi, un livre, un film, ça peut être n'importe quoi, un site web que tu aimerais nous partager voilà, pas forcément que lié à l'entrepreneuriat, hein, ça peut être quelque chose aussi qui t'a marqué là ces derniers mois, que tu as lu ou autre. Une petite recommandation en fait. Très bonne question. Bah, écoute, moi aussi, j'écoute beaucoup de podcasts. Et en ce moment, j'en écoute un qui a rien à voir avec l'entrepreneuriat. Donc moi, je lis pas beaucoup de choses. Je lis pas beaucoup de business books. Je lis pas. Je sais pas. J'écoute des choses qui sont très différentes de mon domaine. C'est un petit peu ça ce qui me source. Mais en ce moment, j'écoute un podcast de Brené Brown qui s'appelle Unlocking Us. Ok. En fait, elle accueille, et c'est une PhD qui a travaillé sur la vulnérabilité, elle a des TED Talks, des choses comme ça, et qui a travaillé donc sur la vulnérabilité. Mais dans ce podcast, ce qu'elle fait, c'est qu'elle invite différents auteurs, qui parlent de différents sujets, très humains. Ok. Et ça m'a beaucoup ces dernières semaines, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, et je l'ai beaucoup écoutée. Et je trouve qu'elle parle de beaucoup de choses qui, humainement, peuvent beaucoup nous aider, que ce soit au niveau personnellement, mais même au niveau de l'entrepreneuriat et de l'entreprise. Euh, ouais, je pense que c'est la chose qui m'a le plus marqué ces dernières Ok. semaines que j'ai écouté ou j'ai plus écouté, parce que lire après l'année qu'on a eu devant les écrans, j'avouerai que ça a été plus difficile pour moi. Top. Merci pour la recommandation. Moi, je n'ai pas normalement quelque chose que j'ai l'habitude de faire, de moi aussi proposer une recommandation, mais vu que tu le fais et puis que ça me fait penser à autre chose, pour s'aérer l'esprit, etc. Alors pour le coup, toi, tu as donné une référence en anglais, je vais donner une référence en français. Ça s'appelle Les Baladeurs. C'est fait par les Others et en fait, c'est des voyages et c'est des récits de voyages. Et alors, ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat, le business, etc. Mais ça fait énormément du bien d'entendre des gens qui vivent des aventures et des expéditions incroyables. Donc voilà, vraiment, je vous recommande, c'est hyper bien produit avec des sons, etc. Donc voilà, je mettrai aussi les infos. Merci beaucoup, Amira, c'était un vrai plaisir de te parler, de reconnecter avec toi, parce que ça fait un moment qu'on n'avait pas eu l'occasion de se parler. Je mettrai les informations aussi te concernant, voilà, peut-être ton LinkedIn, par exemple, si les gens ont envie de connecter avec toi et de rentrer en contact avec toi. Merci infiniment pour le temps passé. Et puis, j'espère à bientôt et tout le meilleur succès possible pour Bridger Merci pour beaucoup. les mois à Merci à venir. toi, Guillaume. C'était très intéressant de passer, pour moi, c'est cette matinée avec toi. Donc, merci beaucoup. Top. À bientôt, Amira. À bientôt.
Merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment et au passage appris des choses ou bien que certains passages aient pu vous parler. Avant de partir, je vous invite, si vous le souhaitez, à partager ce podcast, par exemple sur LinkedIn. Cela pourrait être intéressant pour une personne de votre réseau. Aussi, comme l'a dit Marvin, spécialiste des podcasts et mon invité dans l'épisode 16, les notes et commentaires sur Apple Podcasts sont hyper importantes. Donc si tu écoutes ce message et que tu as un iPhone dans la poche, je compte sur toi. Sinon, il paraît que ça porte malheur. Plus sérieusement, je vous remercie encore une fois et j'espère vous retrouver dans un prochain épisode. Je vous dis à bientôt, d'ici là, portez-vous bien.